Imaginez que vous vous levez le matin et que l'espace a disparu sur un côté. Que dans cet espace disparu, il n'y ait plus personne avec qui interférer. Que quand vous lisez un livre, vous ne voyez que la moitié des mots. Quand vous écrivez sur une feuille, vous n'utilisez que la moitié de la feuille. C'est quelque chose qui est totalement incompensable. Vous ne pensez même pas à tourner la tête ni les yeux, parce que vous n'avez pas conscience que cet espace a disparu. Même la partie du corps qui correspond à cet espace a disparu. Vous ne vous rasez, vous ne vous maquillez que d'un côté. Vous ne pensez même pas à bouger cet hémicorps disparu tant qu'il paraît paralysé. Il se peut même que vous attribuez cette partie du corps à quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est que vous n'avez même pas conscience que vous avez un problème. Eh bien, sachez que cela existe et cela pourrait vous arriver. C'est un neurohandicap qui n'est pas si rare que ça, particulièrement grave, qui s'appelle la négligence spatiale unilatérale. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent l'hémiplégie, qui est la paralysie d'un côté du corps liée à l'atteinte des réseaux moteurs du cerveau. Beaucoup de vous connaissent sans doute l'aphasie, qui sont les difficultés à parler liées à une lésion des circuits du langage qui sont situés dans l'hémisphère gauche du cerveau, l'hémisphère dominant. La négligence spatiale unilatérale, elle, est liée à la fonction appelée la cognition spatio-visuelle ou visio-spatiale et au processus attentionnel. Toutes ces fonctions sont localisées dans l'hémisphère droit, qu'on appelle curieusement l'hémisphère mineur, comparé à l'hémisphère dominant, celui qui parle, celui qui contient le langage. Alors, toute lésion de l'hémisphère droit peut entraîner cette négligence spatiale unilatérale. Ça peut être un accident vasculaire, mais ça peut être aussi les séquelles d'une opération neurochirurgicale qui a été réalisée pour enlever une tumeur ou traiter une épilepsie. Pourtant, maintenant, la neurochirurgie a les moyens de diminuer les risques de neurohandicap suite à une intervention. On peut en particulier opérer les patients sous anesthésie locale, ce qu'on appelle en conditions éveillées, et profiter de la coopération du patient pour localiser les aires cérébrales qui sont dévolues à la motricité ou au langage, qui peuvent varier d'ailleurs d'un patient à l'autre, et donc de les respecter pendant l'intervention pour diminuer le risque de handicap. Alors, les principes de cette intervention, de ce repérage péropératoire, en fait, on peut changer depuis que Penfield, un neurochirurgien canadien au début du XXe siècle, a montré que quand il stimulait avec une électrode bipolaire, avec quelques milliampères, à une fréquence de 60 Hz, les zones motrices du cerveau, il déclenchait des mouvements dans l'hémicorps qui correspondaient à la partie du cerveau qu'il stimulait. De même, si on stimule pendant une chirurgie éveillée les zones qui sont impliquées dans le langage, on va paralyser, suspendre ce langage le temps de la stimulation, ce qui peut être tout à fait visible quand on te fait, par exemple, dénommer des images sur une tablette tactile, comme vous pouvez le voir sur cette image. Alors, cela s'appelle la cartographie cérébrale en chirurgie éveillée. Et c'est quelque chose qui est couramment réalisé maintenant. Ça s'est certes raffiné depuis Penfield, et en particulier grâce à la contribution d'équipes françaises. Et donc, tous les jours, dans des services de neurochirurgie, sont pratiquées en chirurgie éveillée des cartographies, soit des réseaux moteurs, soit du langage quand la lésion est située dans l'hémisphère gauche. Par contre, cartographier en péropératoire la cognition visio-spatiale et les processus attentionnels dont je vous ai parlé, c'est un peu plus complexe techniquement, et c'est vrai que nous sommes un petit peu limités dans les tests que nous pouvons appliquer à nos patients au bloc opératoire. Alors, l'idéal, bien sûr, serait d'amener le patient à la géode, par exemple, pour pouvoir lui présenter un espace à 180 degrés. Et c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que, quand il a fallu s'intéresser à cartographier la fonction visuelle chez un patient, alors la fonction visuelle, c'est quoi? Le champ visuel, exactement. Le champ visuel, c'est quand vous êtes assis à regarder la télé et que vous pouvez voir que quelqu'un, finalement, rentre dans la pièce par la porte d'à côté. C'est ça, la fonction du champ visuel. Et c'est sûr que c'est assez difficile à pouvoir
l'a testé en péropératoire sans avoir ce fameux espace à 180 degrés. C'est pour ça qu'en 2014, nous avons eu l'idée, avec Evelyne Klinger, qui est ingénieure et directeur de recherche, non pas d'amener le bloc opératoire dans la géode, mais plutôt de poser la géode sur les yeux du patient. Et en fait, de géode, il s'agissait de lunettes de réalité virtuelle qui permettent de plonger le patient dans un espace virtuel que l'on peut parfaitement contrôler. Alors, la preuve de concept a été réalisée il y a quelques mois chez un patient qui avait déjà perdu un œil pour des raisons ophtalmologiques et pour lequel le reste du champ visuel était menacé par une tumeur qui était très proche des connexions visuelles. Et donc ce patient a été opéré en chirurgie éveillée alors qu'il portait les lunettes de réalité virtuelle et a pu coopérer durant l'intervention, a pu nous aider. Alors que j'enlevais la tumeur et qu'en même temps je stimulais son tissu cérébral avec cette fameuse électrode bipolaire, nous envoyions des objets lumineux dans le champ périphérique de ce patient. Et dès que l'électrode touchait ces fameuses connexions visuelles, des objets lumineux disparaissaient. Ceci nous a permis de repérer ces fameuses connexions visuelles, de les épargner et de pouvoir enlever la lésion sans abîmer le champ visuel de ce patient. Alors maintenant, nous nous intéressons à des cartographies un petit peu plus complexes de cette cognition visio-spatiale. Il est par exemple possible, par le biais d'un avatar, de plonger le patient dans une activité de la vie quotidienne, alors même qu'il est allongé, la tête immobilisée sur la table d'opération. D'ailleurs, cette possibilité d'utiliser l'avatar du patient est absolument excitante. Quand on sait que ce fameux hémisphère droit, cet hémisphère mineur, est aussi le siège de la cognition sociale, qui comprend beaucoup de fonctions dont le langage non verbal. Et le langage non verbal comprend lui-même, par exemple, la reconnaissance ou la production d'expressions faciales, la joie, la tristesse, le dégoût. Il existe maintenant des nouvelles lunettes de réalité virtuelle qui comprennent un dispositif qui permet de reproduire en temps réel les expressions faciales de celui qui les porte sur son avatar. Et ce nouveau système nous laisse rêver que prochainement, peut-être, nous pourrons en paire opératoire cartographier ces fameux réseaux impliqués dans le langage non verbal, qui est encore peu connu et pourtant si important dans la vie de tous les jours, dans la cognition sociale, mais aussi dans certaines maladies comme l'autisme. Et puis, parallèlement à tout ça, l'hémisphère droit et la réalité virtuelle nous ont amenés vers d'autres rivages de la recherche. Vous avez tous en tête cette image de l'adolescent boutonneux, les yeux rivés sur sa console d'ordinateur, totalement insensible aux cris de sa mère qui hurle de la cuisine « À table, à table !» Pourquoi cet adolescent est-il totalement sourd aux cris de sa mère? Tout simplement parce que les ressources visio-cognitives et attentionnelles de son hémisphère droit sont monopolisées par son jeu vidéo. On sait parfaitement d'ailleurs que quand on fait travailler cet hémisphère droit, qu'on l'implique dans des tâches visio-cognitives complexes, il va produire une activité électrique sur l'électroencéphalogramme qui est très proche de certains états de conscience modifiés comme la rêverie ou la méditation profonde. Alors évidemment, si on commençait une intervention neurochirurgicale ou une prothèse de hanche sur l'adolescent boutonneux, il y a fort à parier qu'il ne serait pas tout à fait content et s'en offusquerait. C'est là qu'apparaît notre dernier projet, qui est le design de séquences virtuelles qui vont engager, qui vont recruter de façon maximale les fonctions visio-cognitives et surtout attentionnelles de l'hémisphère droit, afin que pendant une intervention, tout ce qui peut être angoisse, inconfort et même douleur liée à l'intervention soit en quelque sorte négligé par le patient et disparaisse. Ça sera alors l'avènement de l'anesthésie MP4. Merci.